Bonjour tout le monde. Peu importe l'âge qu'on a, on a tous un rapport avec le bac. En général, ça représente un truc assez flippant et crucial si tu l'as pas encore passé, et un papier inutile et insignifiant si tu l'as déjà passé. Comme tous les ans, toute une génération de jeunes vont devoir passer leur premier gros examen. Toi, tu l'as déjà passé ou pas? C'est quoi? Like si tu veux que toi ou tes amis l'obtiennent cette année. Si tu le likes pas, ça va être loupé. Et nous ici, on va voir comment souffrent les bacheliers dans les deux pays. On va voir comment se passent concrètement les examens. Et surtout, je vais vous donner quelques astuces de révision et de triche. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer le bac en France et en Russie? Alors, c'est parti. Le bac en Russie vs en France. Historiquement, en France, déjà de base, le mot bac, qui est le diminutif de baccalauréat, comme le mot bachelier, provient du mot latin baccalaureus. Et on dirait un mot un peu stylé en brésilien. Ça voulait dire jeune propriétaire d'un bien agricole. Donc en gros à l'époque, si t'avais des vaches, t'étais bachelier. Ou plutôt vachelier. Ouais, il fait chaud. D'ailleurs, interdiction de regarder mes oreilles pendant toute la vidéo. En France, tout démarre avec Napoléon Bonaparte. Bah, qui d'autre hein? C'est lui qui instaure le tout premier bac oral à l'époque, qui porte seulement sur les lettres classiques et la philosophie. À l'époque, le jury ne donnait pas des notes, mais des boules de couleur. Ouais, c'était entre Motus et The Voice. En fait, les jurys, ils avaient 3 boules de couleur. Rouge s'ils te validaient, noir s'ils te validaient pas, et blanc s'ils souhaitaient pas se prononcer. Ça doit venir de là l'expression « j'ai les boules pour le bac ». Et depuis 1808, il y a eu plein de changements, dont les notes sur 20, l'ajout de différentes filières et matières, et surtout les examens à l'écrit. Et c'est en 1995 qu'on arrive enfin aux filières qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire S pour les scientifiques, L pour les littéraires, et ES pour les branleurs. Non, économique et social. Et depuis ce temps-là, il reste quasi inchangé dans son organisation. Par contre, avec le temps, on reproche au bac d'être de plus en plus simple à obtenir. Et donc, il perd de sa valeur. Ça change un peu la motivation de l'élève. Parce que avant c'était « Eh, t'es trop fort si tu l'as !» Et maintenant, c'est « Eh, t'es trop nul si tu l'as pas !» Ça ajoute une pression. Mais voyons comment ça se passe en Russie. En Russie, il y a une grosse différence dans le passage d'examen entre avant et après 2009. Car c'est en 2009 qu'en Russie, ils ont introduit le YEGE. Et tout de suite, t'as envie de dire Yegeda? Non, pas du tout. En fait, YEGE, c'est le diminutif de Единственный государственный экзамен, ce qui veut dire examen unique d'État. Ça ressemble pas mal au test américain, en fait, que vous avez peut-être dû voir dans des films, vous voyez, où il y a beaucoup de QCM et des connaissances très ciblées. Et du coup, c'est loin de plaire à tout le monde. Depuis des années, ils veulent annuler le YEGE et revenir à l'ancien modèle. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à cet examen unique? Déjà en premier, son organisation beaucoup trop rigide. Il y a des règles très strictes qu'on va voir plus tard qu'il faut suivre à la lettre. Il y a un mec par exemple, il a eu 0 à son examen de maths juste parce que son encre elle n'est pas passée au scanner. Выпускнику 11 класса в Астрахани поставили 0 баллов за ЕГЭ по профильной математике из-за технической неисправности. Не удалось отсканировать черную гелевую ручку, которой он заполнял бланк. Ensuite, son anonymat. Alors que de base, cet examen unique était justement créé pour l'anonymat, pour en fait laisser sa chance à tout le monde. Tout le monde a le même barème, beaucoup d'épreuves se font sous forme de QCM et c'est des machines qui les corrigent. Alors, sur papier, on dirait le système parfait pour éviter le favoritisme et les bacs chiches. Mais en vérité, du coup, ça établit d'autres failles. Les élèves manquent d'approche humaine. Au lieu de se concentrer sur l'apprentissage de la matière, ils se concentrent sur les façons de répondre au QCM. Les formulations des questions, les réponses types, les probabilités de cocher des trucs au pif. Et forcément, ça compromet les méthodes d'enseignement du prof. Ils ont remarqué que les élèves commencent à développer une façon de réfléchir beaucoup trop matrixée. Et en gros, si on change 2-3 éléments au sujet, ils sont incapables de résoudre l'épreuve. Et ils font du par cœur. Ils sont pas contents aussi du fait que les épreuves sont aussi rapprochées et qu'on a quasi pas le temps de réviser entre les deux. Parce qu'avant, oui, ils avaient 4-5 jours à chaque fois pour réviser pour la prochaine épreuve. Et surtout, si tu le loupes, c'est impossible de le repasser la même année. T'es obligé d'attendre l'année d'après. Alors, oui, tu peux demander une seconde correction, mais tu peux pas demander de repasser. Ou alors passer au rattrapage. Ce qui est marrant, c'est qu'en France, on est habitué à ce genre d'examen. Genre, c'est normal. Oui, c'est le stress, oui, il y a beaucoup d'épreuves en même temps, hein, c'est injuste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tes parents, ils te disent que c'est une épreuve à passer. Et en Russie, les parents, ils gueulent parce que c'est trop dur pour leurs enfants. Je vous ai dit, on est des enfants gâtés. Je vous jure, d'après les Russes, voici ce que c'est qu'un examen parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'examen. Alors, vous avez bien entendu le droit à la calculatrice, au téléphone portable, pour appeler votre maman si besoin. Vous avez bien entendu le droit à un ordinateur également. Et si vous avez fini en avance, voici des identifiants Netflix pour vous mater un truc en patientant. Il n'y a bien sûr aucune limite de temps. Et voici le menu pour votre encart. Alors, vous avez le choix entre plusieurs amuse-bouches et des boissons à volonté.
Et si vous n'y arrivez toujours pas, bah sur la dernière page du menu, vous avez les tarifs avec toutes les notes. Le déroulement des épreuves. En France, cette année, le bac démarre le 17 juin, donc hier normalement. Et il se termine le 2 juillet. Alors généralement, ça se passe toujours entre mi-juin et mi-juillet. Cette année, c'est un peu plus court parce qu'il y a beaucoup de matières où les examens sont remplacés par du contrôle continu, à cause des normes sanitaires. Mais généralement, ça s'enchaîne sur 2-3 semaines et oui, c'est vrai, parfois on passe plusieurs épreuves dans la même journée. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant quand tu révises la veille. Ok. Donc Pythagore a conquis la Grèce en passant en diagonale. Faut que je le retienne ça. Moi j'ai passé mon bac S P-Math en France et je me rappelle de ce que c'est. C'est le premier examen aussi sérieux que tu passes de ta vie. Donc déjà t'es seul, tu vas dans un lycée inconnu, tous les élèves de la région sont mélangés, donc tu te retrouves dans la même classe que des mecs avec qui tu te prends le bus d'habitude. Tu le vois, tu te dis, ouais c'est marrant, je pensais qu'il avait bac lui. C'est le chauffeur quand même. Comment t'es content quand tu croises un mec de ton bahut, tu sais, vous faites des petites blagues pour vous détendre et tout. Et comment t'es moins content de croiser d'autres types de personnes, comme le mec, où c'est souvent la meuf qui apporte toute leur bouffe. Il y en a, c'est plus un goûter, c'est une épicerie qui s'organise autour de lui. Alors bienvenue dans le Hanout, qu'est-ce qui vous ferait le plaisir? Parce qu'on a des petites barres énergisantes, des boissons à base de yop et de théorème de Thalès, de la Red Bull énergisante. C'est très bon choix, mais c'est 17 €. Ah oui, parce que moi je suis inscrit en candidat libre, mais c'est pas pour les notes que je viens. Eh ben c'est comme ça qu'on profite du bac quand on n'a pas le bac. Vous connaissez celui qui part super tôt, avec un gros smile, et tu sais pas s'il sourit parce qu'il a tout réussi ou parce qu'il est con. Mais bon, votre plus grosse douille au bac, c'est quand même les options. En fait, tu peux choisir autant d'options que tu veux, et la note va compter seulement si elle est au-dessus de la moyenne. Moi j'ai choisi de passer le russe comme ça. Bah j'ai eu 20 sur 20. Et il y a de ces options, je vous jure, c'est n'importe quoi. Et il y en a, ça fait rêver, hein. En Bretagne, j'ai des potes qui ont passé leur bac de planche à voile et de surf. Wouh. Comment ils ont l'air de profiter de leurs vacances, les mecs, là-bas. Ah, ils passent leur bac, là. Ah d'accord. Ça a l'air stressant, hein. En Russie. Alors je vais d'abord vous expliquer comment se passent les examens aujourd'hui et ensuite on verra comment ça se passait avant. Ah vous verrez, c'est assez dépaysant entre les deux. Alors à la différence du bac français, on doit choisir une filière, ce qui implique un choix de matière. En Russie, on choisit directement les matières à passer. C'est 2 matières minimum et 11 maximum. J'ai dit 11. Voilà. Déjà, il y a 2 matières obligatoires, c'est le russe et les maths. Et ça se passe à l'écrit. Si tu réussis ces 2 matières-là, c'est suffisant pour obtenir ton diplôme. Mais si tu veux rentrer dans une université et continuer tes études, bah forcément, ils vont demander des matières en plus pour rentrer, en fonction de leur spécialisation. Et donc, plus l'université est prisée, bah plus ils vont demander de matières ou un niveau de notes. Il y en a, par exemple, c'est minimum 200 points sur 3 examens. Le jour de l'examen, je vous jure, c'est une organisation, on dirait que tu vas prendre l'avion direction la vie d'adulte. Avec une escale par le bac. T'arrives dans l'établissement, bon, on contrôle ton identité, et ensuite, tu dois aller dans un casier spécifique déposer toutes tes affaires, genre quasi tout. Tout ce que t'as le droit de garder, c'est un stylo, une règle et ton passeport. Pas de bouffe et pas de liquide autorisé. On dirait qu'à la fin, tu vas te retrouver dans un duty free. Mais non, t'as juste le droit à une copie double super dure à remplir. Avant 2009. Alors, avant 2009, il existait aussi un examen de fin d'études, mais il n'était pas unique dans tout le pays. Le programme scolaire est unique, oui, mais chaque lycée, en fait, était responsable de l'examen et de sa correction. Et surtout des notes. Les élèves le passaient dans leur lycée et avec leurs professeurs. Et ça change beaucoup. Il n'y avait aucun QC, mais seulement 2 examens à l'écrit, le russe et les maths. Et tous les autres examens se passaient à l'oral. La physique, chimie, l'histoire, la littérature. Donc forcément, la façon d'interroger et de réviser a changé aussi. Alors, comment ça se passait avant? En fait, dans chaque matière, tu avais un nombre défini de questions auxquelles il fallait que tu saches répondre. Disons une 50aine. Le prof te donne toutes les questions en avance et à l'examen tu tomberas forcément sur une d'entre elles. Et pour réviser, bah c'est clair en fait, tu dois savoir répondre à chacune d'entre elles. Et le jour de l'examen, t'arrives, il y a plein de papiers, tu dois en tirer un avec ta question. Ah, il y a un côté jeu de hasard casino. Берите билет. Можно еще? Пожалуйста. Еще. Бери. Себе. Что значит?
Себе. Ой. Moi j'adore cette façon de fonctionner parce que tu sais exactement ce que tu as révisé, tu sais où est-ce que t'en es dans tes révisions et il n'y a pas de surprise le jour J. Moi j'ai passé mon bac de LV3 russe en France de cette façon, avec les papiers là. C'est marrant, on dirait qu'on t'a tiré les cartes pour un tarot. En gros, une fois que tu connais ta question, t'as 30 minutes pour te préparer et ensuite tu passes à l'oral devant le prof. L'avantage d'un côté, c'est que si tu as vraiment révisé, le prof va s'en rendre compte et il va t'aider normalement. Et d'un autre côté, bah t'as quand même le stress d'une expression à l'oral. Toi t'aurais préféré passer ton examen de quelle façon? À l'oral ou à l'écrit? Mais bon, le gros désavantage de cette façon de fonctionner, bah, c'est le facteur humain. Parce que certains profs, au lieu de t'aider, bah, ils peuvent aussi te descendre s'ils t'aiment pas. Et forcément, vu qu'on rentre dans le top 30 des pays les plus corrompus, bah forcément, beaucoup d'examens s'achetaient. Puis niveau organisation et surveillance, c'était n'importe quoi aussi. Franchement, c'est du niveau d'un contrôle de musique au collège. Tu triches comme tu veux, limite. Je vous jure, quand ma grande sœur a passé son examen de russe, en Russie à l'époque, en fait, dès le début de l'examen, elle est partie aux toilettes, avec le sujet. Dans une des cabines, il y avait ma mère à qui elle a passé le sujet. Ma mère a rédigé toutes les réponses pendant tout l'examen. Et à la fin, ma soeur, elle est sortie une deuxième fois aux toilettes. Elle a récupéré la feuille et elle a tout recopié. Imagine ta mère dans les toilettes pendant ton bac. Non mais ma mère, c'est un scandale pendant les examens. Quand elle était jeune, c'était une intello. Regardez, ça c'est le bac de l'URSS. Et ça c'est ses notes. Genre elle a eu quasi très bien partout. Et surtout sans tricher. Du coup, on dirait qu'elle s'est dit, tu sais quoi ? Pour le reste de la vie, je ne respecte plus aucun examen. Révision et triche en France. Contrairement à la Russie, en France, il n'y a pas de méthode de réponse QCM, ni de questions toutes prêtes qu'on te fournit à l'avance. Pour réviser le bac, il faut le réviser avec d'autres sujets de bac. Et c'est une bonne occasion pour réviser la géographie française aussi. Je m'explique. Car plus t'as de sujets de bac, bah mieux c'est pour réviser. Et du coup, on se tourne tous vers les sujets d'outre-mer. Dès là, tu révises le bac, t'as l'impression de voyager. Waouh, la Polynésie, la Mayotte, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, et la Réunion. C'est dingue, tous ces endroits où je vais pas pouvoir aller cet été parce que je vais louper mon bac. Et ça marche vraiment, hein. En fait, les sujets du bac, c'est un peu comme les Fast and Furious. Tu sais, une fois que t'en as vu un, tu sais à quoi ressemblent les autres. Hein. Pour la triche en France, c'est chaud si tu te fais choper. Mais c'est faisable. Déjà, il y a la technique de la calculatrice. Parce que déjà, à mon époque, les Texas et Casio, c'était quasi des petits ordinateurs. Hein. On téléchargeait des cours de l'année entière dessus. On téléchargeait même des jeux dessus. T'as déjà joué au petit pisseur sur Casio? Après, il faut juste justifier pourquoi t'as une calculatrice en examen d'histoire. Franchement, moi je l'ai fait, ça passe à l'aise. Mais, il y a eu une fois où j'ai failli me faire virer d'un examen pour triche. Et il y a deux éléments qui me chiffonnent un peu dans cette histoire. Le premier, c'est que c'était pas de ma faute. Et le deuxième, bah c'est que c'est la faute de ma mère. Comme je vous ai dit, il m'est arrivé déjà une fois dans ma vie de passer un examen en même temps que ma mère, dans la même classe. En fait, moi je voulais un second diplôme et elle voulait valider son diplôme russe pour pouvoir enseigner en France. C'était un examen de russe à l'écrit et il fallait faire de la traduction du russe vers le français. Et ma mère à l'époque, elle pêchait un peu en français. Elle voulait traduire du français vers le russe. Donc on a tous un pavé commun à traduire, tu sais, c'est le silence dans la salle, tout le monde est concentré. Et là au bout de 5 minutes, j'entends psst, passe-moi la feuille avec la traduction. Moi je lui dis, je peux pas, on va se faire cramer. Parce qu'il y a une distance entre nous et tout. Et on est au premier rang. Elle me dit, arrête de faire ton intello, vas-y passe la feuille. L'examinatrice commence à nous remarquer, mais bon, en secret j'arrive à lui faire passer ma feuille de brouillon avec toute la traduction dessus. Je me dis, c'est bon. 5 minutes après j'entends, psst, c'est marqué quoi là? J'arrive pas à lire. Moi je lui dis, arrête, on va se faire cramer. Elle continue. Donc on se fait cramer, l'examinatrice lui dit d'arrêter de bavarder, elle dit non mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est mon fils, y a pas de souci. Donc j'ai dû expliquer à l'examinatrice que ma mère a pas l'habitude de passer des examens en France, etc. Au final, on s'est pas fait virer, mais elle nous a éloignés. Je me dis, fou, on a évité le pire, hein. On s'est pas fait virer, et en plus, normalement ma mère elle a toujours mon brouillon, donc elle devrait pouvoir se débrouiller jusqu'à la fin sans moi. Je me retourne. C'est pas je la vois en train d'embêter un autre élève qui avait rien demandé. Le pauvre, il avait pas d'autre choix que de l'aider. En sortant, elle m'a dit « Oh, comment t'es sérieux? Tu sais, je passe plus jamais un examen avec toi. » Et au final, elle l'a eu. C'est le plus important. Mais ça, c'est ces réflexes de l'ancien système. Le système D. Paradoxalement, aujourd'hui, si une triche comme ça peut passer en scred en France, en Russie, c'est impossible. En Russie, pour tricher au yégué, faut y chaud, hein. Car comme je vous l'ai dit, t'as le droit à aucune affaire personnelle, tu passes dans un détecteur de métaux, et je vous jure, le jour de l'examen, ils font travailler des brouilleurs de réseau autour des lycées, pour pas que tu puisses communiquer par téléphone si t'as réussi à en apporter un. En plus, les classes sont sous vidéosurveillance. Tu sais, on dirait que t'arrives à Guantanamo Bay. Bonjour, je viens pour passer mon bac. Penchez-vous vers l'avant. D'accord. Et toussez maintenant. Vous êtes sûr?
Donc en gros, il y a deux façons de tricher possibles. Bon, la première, c'est la classique, c'est les toilettes. Oui, en fait, tu vas jusqu'à la cabine et une fois enfermé, bah tu sors toutes tes anti-sèches et tu révises tout. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et la deuxième solution reste de le pirater en avance. Et je sais que vous êtes tous étonnés là, vous me dites quoi ? En Russie, des gens peuvent pirater quelque chose à travers les internets? Mais c'est impossible. Vous imaginez bien que si les hackers russes ont réussi à faire gagner Donald Trump et à pirater le NT des collèges de France, alors c'est pas moi qui le dis, hein, je constate, bah ça leur pose pas beaucoup de soucis de choper les sujets des yégués en avance. Tous les ans, quelques mois avant l'examen, il y a un bis parallèle de sujets de yégués qui démarre, c'est n'importe quoi. Et le pire là-dedans, c'est que 80% des sujets, c'est des faux. Et surtout, ça coûte super cher. Et pour ceux qui n'ont ni l'oseille, ni la maîtrise du langage HTML, bah ils se concentrent sur la maîtrise des rites porte-bonheur. Attention, c'est digne du chamanisme sibérien. Comme on dit, il n'y a pas d'athéisme dans un crash d'avion, ni la veille d'un examen. Il n'y a pas plus superstitieux qu'un étudiant en période d'examen. Alors je vous ai compilé toutes les techniques porte-bonheur qu'utilisent les étudiants russes. Et libre à vous de vous en servir. À minuit, la veille, il faut sortir par la fenêtre et agiter sa carte d'étudiant en criant « Khalava, Pridi !» Ce qui veut dire « La chance, viens à moi !» En espérant que c'est pas la police qui débarque. Il ne faut pas se laver les cheveux ou aller chez le coiffeur la veille de l'examen. Bah oui, un étudiant, c'est comme la légende de Samson. Toute sa force est dans ses cheveux. Ou alors dans la saleté de ses cheveux. J'ai tout oublié! Dans la nuit, la veille, mettre tous ses livres, ses manuels et ses fiches de révision sous son oreiller et dormir comme ça dessus. Pour qu'ils rentrent dans la tête. Ça doit être en Bluetooth, j'imagine. Porter les mêmes fringues pendant toute la session d'examen. Bonne chance. Mettre une pièce sous son talon avant de rentrer dans la salle d'examen. Se lever du lit et entrer dans la salle d'examen avec le pied gauche. Pendant que tu passes ton examen, il faut demander à quelqu'un de ta famille ou de tes amis proches de penser à toi, pile pendant que tu passes ton examen. Mais attention, il faut pas qu'il pense à toi de façon positive. Non, au contraire, il faut qu'il t'insulte. Je suis pas sûr que ça fonctionne à 100%. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir à la personne à qui tu demandes. On ne dit pas bonne chance à un étudiant, on doit lui dire ni pour ni pira. Et en réponse, il doit dire k chorto, qui veut dire au diable. Tu sais, c'est un peu prétentieux, non? Le mec, à la base, il te dit un truc sympa. Et bonne chance pour les examens. Au diable! Bien sûr, la meilleure des superstitions reste de tout réviser. Oui, il y a beaucoup moins d'éléments magiques, mais au moins, t'es sûr d'avoir une bonne note. Enfin, normalement. Alors, tout d'abord, bravo. Vous avez répondu à toutes les questions, vous avez une connaissance de la matière qui est excellente, je dirais. Par contre, ça me chagrine un peu, j'ai vu que vous êtes entré dans la salle du pied droit. Je suis obligé de sanctionner. Ah bah c'est comme ça. Bah c'est pas grave, vous allez repasser l'année prochaine, mais c'est con, vous étiez à ça, hein, vraiment. Alors, bonne chance, et ni pour ni pira, à tous les futurs bacheliers français et russes. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour tous. Sauf un. Et bon, si vous avez besoin de réviser, ok, exceptionnellement, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos pendant la période du bac. Mais après vous rattrapez, hein. Moi normalement là, à l'heure qu'il est, je dois être en Russie si tout se passe bien, et j'aurai besoin de vous pour une prochaine vidéo. Dans les commentaires, posez-moi des questions sur toutes les choses indispensables à savoir pour aller en Russie. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, et je vous dirai tout. Et comme jeu, j'ai une petite dinguerie. Je te propose de découvrir le titre de la série sur ta vie, si on en faisait une. Tu regardes ce tableau et avec la première lettre de ton prénom, le jour et le mois de ta naissance, tu peux avoir le titre de ta série. Tu le mets dans les commentaires et déjà, moi je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour le voir. Et en plus, qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, un producteur de chez Netflix va tomber dessus en se baladant sur le net. La semaine prochaine, je serai toujours en voyage, donc je suis pas encore sûr de la vidéo qui sortira. Je vais vraiment essayer d'en sortir une vendredi prochain. Mais si je n'y arrive pas, dans le pire des cas, on se voit vendredi dans 2 semaines, qui va quand même relativement arriver très bientôt.